la route des entrepreneurs. Et pour ça, on a envie de ne pas vous parler que d'assurance, mais notre premier job, c'est vraiment l'assurance digitale. Donc, simple petit rappel, mais je pense que maintenant, vous le savez. J'invite les derniers à s'asseoir tranquille et puis voilà, à ce qu'on puisse se créer une petite ambiance, parce qu'il y a déjà pas mal de monde en ligne. Donc, je suis très heureux de clôturer cette journée. Si on reprend le chemin qu'on a pris ce matin dans la cordée, c'était une invitation à traverser différents moments et dimensions et problématiques de votre vie d'entrepreneur. Donc on a parlé de comment aller chercher ses clients, on a essayé de comprendre comment travailler son personal branding, comment travailler sa croissance. Et puis on a aussi commencé en début d'après-midi à s'intéresser beaucoup plus à la cohérence de vie, la quête de sens, des choses qui sont très fortes et qui vous animent tous et qui nous animent tous quand on est entrepreneur, c'est d'essayer de trouver ce point d'équilibre ou l'acceptation de ce déséquilibre. En tout cas, je crois que Romain a vraiment beaucoup œuvré avec un bon nombre d'entre vous sur ce sujet. Et pour terminer cette journée, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'accueillir les invités de ce soir. Donc j'ai Stanislas, Loïc, Claire et Laurent qui vont se présenter juste après et qui vont nous parler de cette thématique que nous avons choisie, c'est entreprendre pour changer les choses. Et j'avais ajouté, est-ce encore une option? Donc c'est presque déjà une ouverture de notre soirée. On est ensemble 1 heure, comme tout à l'heure, avec ce format-là, et on consacrera le dernier quart d'heure de cette session questions-réponses. Voilà. Donc sans plus tarder, je te cède la parole. On fait un premier petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter, et après on rentrera dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. Donc Laurent, je suis cofondateur de Time for the Planet. Time for the Planet, donc, qui est un mouvement citoyen, fonds d'investissement à but non lucratif. On ne sait pas trop comment le définir, une espèce d'ovni un peu entre le mix, l'associatif et la société commerciale, qui a pour objectif de lutter contre le dérèglement climatique en sourçant, déployant et finançant des innovations pour lutter donc contre les gaz à effet de serre. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claire, je suis la créatrice des Pépites Vertes. Et pour rebondir avec la mission de Stello, nous aussi on a envie d'équiper les têtes de cordée, mais plutôt les futurs leaders de la transition écologique. Donc pour ça on crée du contenu sur un média digital et dans des programmes d'empowerment. Le premier qu'on a créé s'appelle le Club des Pépites et 200 personnes sont déjà passées dans notre programme. Début septembre, je rentre de vacances et je vais voir une de mes amies, Catherine, qui vit à la rue depuis très longtemps. Je veux embrasser Catherine, lui faire la bise, et elle me dit « Non, non, m'embrasse pas, tu vas choper des maladies. » Je dis « Non, mais arrête tes conneries, Catherine. » Je lui claque la bise. Et au moment où je me recule, je vois qu'elle fond en larmes. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Mais en fait, ça fait 1 mois que personne ne m'a touché. » Vous savez, les hommes et les femmes que nous sommes, on est des animaux sociaux. Et le contact fait partie de notre quotidien. Et dans un lieu comme celui-là, on le voit particulièrement. J'ai la chance d'être le délégué général d'une association qui s'appelle Lazare, qui promeut des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes de la rue, qui s'appelle Lazare, et qui a pour objectif justement de permettre que ces personnes qui sont finalement les derniers de cordée puissent se redresser et repartir dans la vie. Du coup, je m'autorise un peu de storytelling puisque c'est le thème. Pour ma part, je m'appelle Stanislas Gruot, je suis le cofondateur d'Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure responsable. Et j'ai lancé Explora après plus de 10 ans de trading. Et en salle de marché, j'étais en train de me dissocier probablement d'une vie pleine de sens et de mes émotions. Et me sentant partir à la dérive, j'ai voulu reconnecter ça en lançant d'abord Explora, qui est un projet sportif et d'aventure. Et dans un deuxième temps, on y a ajouté une couche à impact sur laquelle je m'épancherai avec plaisir. Et aujourd'hui, du coup, on est à peu près 35, on est basé à Annecy. Et effectivement, on essaye, nous aussi, de faire partir des cordées un peu partout en France et en Europe pour faire vivre aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes des moments de vie extraordinaires en pleine nature. Merci beaucoup. Du coup, ce qui interpelle quand on entreprend, c'est que souvent, on a une idée de
il y a un déclencheur, il y a un élément qui nous met en mouvement. Et j'aimerais qu'on commence d'abord par ce petit tour de... Alors, vous l'avez un petit peu effleuré, mais peut-être de vous dire profondément qu'est-ce qui vous avait passé de l'envie, l'idée, à la mise en route du projet et à la concrétisation de ces aventures, que ce soit entreprise ou association. Et là, dans l'ordre que vous voulez, parce que je ne veux pas que ça soit trop scolaire, mais c'est à vous de décider de comment vous voulez commencer. De mon côté, le déclencheur est né en fait quand j'avais 15 ans, dans le sens où je vivais dans une petite ville du Maine-et-Loire. Est-ce qu'il y en a ici qui viennent d'un petit bled un peu paumé, qui n'avait pas trop de ciné On n'est pas nombreux, mais on se soutient. Donc pas trop d'activités. Et en fait, il devait y avoir un concert des Pony Run Run. Donc qui connaît les Pony Run Run? Voilà, il devait passer à Segré. Ce concert est annulé, j'ai 15 ans, et je suis en colère parce que je me dis, il se passe rien dans ma ville. Un concert des Pony Run Run et il est annulé. Et du coup, je m'énerve, et là, j'ai une idée de génie, je lance un groupe Facebook contre l'annulation du concert des Pony Run Run. Ça marche pas du tout, ne faites pas ça. De toute façon, Facebook n'existe plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, un élu local se dit qu'elle a l'air pas contente, celle-là, et me dit, bon, tu veux pas venir au conseil municipal des jeunes et on essaye d'organiser des trucs. Et en fait, cette anecdote-là, c'est pas là que je suis devenue entrepreneuse, mais ce mindset-là, et je pense que vous le partagez aussi, c'est de se dire, voir un truc qui nous énerve, qu'on trouve injuste, qui nous met en colère, qu'on trouve triste, et se dire, qu'est-ce que j'en fais à partir de maintenant, et comment est-ce que cette énergie-là, ce truc qui m'anime ici, je le transforme en une force de créativité. Et en fait, au fur et à mesure de mes aventures, moi, j'ai été beaucoup stagiaire et salariée, j'aime bien être salariée aussi, mais c'est un nouveau moment pendant le Covid et pendant le confinement que j'ai vu que les jeunes talents avaient envie de s'investir dans les boîtes et qu'il n'y avait pas d'espace pour eux, que alors je me suis dit, allez, une fois ce constat que j'ai fait en un projet entrepreneurial. Et donc moi, mon déclic à la base, je me suis lancée sur YouTube. Aujourd'hui, je fais plus du tout YouTube. Donc il était vraiment né de cette espèce de petite colère pas contente de se dire on a un monde obsolète, en pleine transformation, on a des talents et ça se rencontre pas. Donc comment est-ce que moi, je peux me mettre en action avec ce que j'ai à ma dispo pendant le confinement, une caméra et YouTube. Et puis après, c'est devenu une boîte, mais on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Moi, pour ma part, en fait, j'ai commencé à me documenter sur le dérèglement climatique, notamment avec mes amis Nicolas et Mehdi, qui sont cofondateurs également de Time for the Planet. On a commencé à se documenter en 2017, 2018. Et puis une fois qu'on s'est documenté en se disant oula, en fait, c'est un peu plus grave que ce qu'on pense. C'est pas juste 2 degrés en plus. C'est pas juste il fait un petit peu plus chaud, mais c'est vraiment des conséquences qui sont absolument énormes sur nos possibilités d'alimentation au niveau mondial, sur des flux migratoires importants. J'en passe et des meilleurs, mais je pense que vous connaissez tous un peu les conséquences de ça. On se dit, ok, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors on change au départ nos comportements. Donc très bien, on se dit, on prend plus l'avion, on mange moins de viande ou pas de viande. Comment je vis de manière plus décarbonée finalement dans mon quotidien. Et puis une fois qu'on a fait ça en tant que citoyen, on se dit ouais, ok, mais en fait j'ai pas l'impression que ça va régler vraiment le problème parce qu'en fait je suis tout seul avec mes petits bras là et finalement le problème il est gigantesque. Et donc en fait comment on fait pour faire quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus impactant avec plus d'impact. Et on a la chance tous les trois d'être entrepreneurs, d'avoir monté des entreprises. Et on s'est dit mais en fait quand on monte une boîte finalement très souvent on la monte effectivement pour résoudre un problème et avec un enjeu qui est aussi financier bien entendu. Et ben là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va monter une boîte qui sera là pour résoudre cette problématique de dérèglement climatique parce qu'en fait quand vous montez une entreprise vous avez finalement la liberté d'action de pouvoir changer finalement le mode de vie des gens de manière très significative. Si je prends les GAFA que tout le monde connaît ici, en fait, tout le monde utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. Tout le monde utilise quasiment Amazon presque. Alors après, on peut faire de l'autocensure si on essaye de dire je ne prends plus, ainsi de suite. Mais là, c'est sur les gens qui sont sensibilisés. Et donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, si vous arrivez en amont de la chaîne à trouver des innovations qui permettent justement de décarboner l'achat de votre smartphone, parce qu'en fait, ok, une fois que vous avez fait vos efforts, comment vous faites pour que votre voisin,
en ne faisant aucun effort, parce qu'il n'en a absolument rien à foutre du dérèglement climatique, puisse quand même moins carboner l'économie quand il consomme. Et donc l'enjeu, c'est de faire les efforts en amont de la chaîne et de se dire, OK, tous les smartphones qui vont être achetés dans le monde, grâce à une innovation X ou Y, va permettre notamment de diminuer son impact carbone. Et donc, par exemple, on a une innovation, nous, aujourd'hui, qui va permettre, dans les prochaines années, de diminuer de 20 à 50% les émissions de gaz à effet de serre du transport de fret maritime, parce qu'en fait, le fret maritime dans le monde, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Je prends un exemple, mais on en a plein d'autres. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, OK, comment, sans attendre un changement de comportement, une prise de conscience de tout à chacun, en amont dans la chaîne, en développant des solutions, on arrive à décarboner petit à petit, à diminuer notre impact carbone de tout à chacun, qu'on soit convaincu ou pas par la cause, en fait. Et donc, c'est ça un petit peu l'enjeu de Time for the Planet. Et moi, j'ai eu un autre élément déclencheur au-delà de ça, qui est de se dire, oui, j'ai eu mon premier enfant. Et en fait, en ayant cet enfant, en fait, vous prenez une claque souvent sur votre premier enfant, de dire, OK, comment ça va se passer la vie dans 30, 40, 50 ans? C'est des trucs classiques, presque un peu bateau quand je le dis. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit, non, mais en fait, il faut qu'on y aille à fond, qu'on aille chercher quelque chose de grand, d'ambitieux. Parce qu'en fait, le problème est mondial. Et donc, il faut qu'on trouve un outil, il faut qu'on crée cet outil citoyen qui va permettre à tout à chacun de s'emparer de cette problématique. Et qu'en agissant ensemble, oui, là, on va pouvoir renverser la table et faire des choses en grand pour répondre de manière massive à cette problématique. Alors, vous allez constater que moi, j'adore les petites histoires. Après vous avoir parlé de Catherine, on va parler de Martial. Moi, je suis bénévole dans une petite asso qui s'appelle Déjà Lazare. Je ne suis pas à l'origine de l'idée, mais je suis engagé dedans. Et parallèlement, je bosse dans un cabinet d'affaires comme avocat. Et un soir, on vient me chercher, on me dit, il faut que tu viennes, Martial est en train de tout péter. Et je rentre dans sa piole et effectivement, l'armoire, le lit, la chaise, tout est pété. Et un peu démuni face à sa colère, je m'assois par terre dans sa chambre. Alors, c'est pas un bon conseil, puisque quand vous avez quelqu'un en colère, a priori, il a envie de se confronter. Donc, s'il vous voit s'asseoir par terre, c'est pas la meilleure chose à faire. Bref, on prend le temps de discuter et assez rapidement, Martial me dit « En fait, je suis une merde. En fait, ma vie, elle a aucun sens. » Vous savez, quand vous êtes à la rue, vous vous posez principalement deux questions. Qu'est-ce que je vais bouffer? Où est-ce que je vais dormir? Et c'est des questions de survie. Nous, a priori, on ne sait pas trop ce qu'on va manger, mais ça va être pas mal, je pense. On sait à peu près tous où on va dormir ce soir, en tout cas, je vous le souhaite. Mais du coup, on peut se projeter dans l'avenir. Martial, avec ses années de rue, il pouvait plus se projeter. Mais en arrivant à Lazare, le frigo était plein. Bon, il venait de péter son lit, mais il avait un toit. Du coup, arrivé, la question qui tue, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Et là, souvent, on regarde dans le rétroviseur. Martial me raconte que quand il était enfant, il avait 2 ans, sa maman a voulu le noyer. Du coup, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Et le week-end, il sort, il voit son papa. À l'âge de 12-13 ans, il commence à boire des bières avec son père, il trouve ça cool. À 15-16 ans, il commence à fumer des joints avec son père. Et puis, un samedi soir, de biture un peu plus forte que les autres, il s'endort dans le canapé. Et quand il se réveille, son père était mort à côté de lui. Et Martial partira à la rue, il va vagabonder pendant 20 ans avant d'arriver à Lazare. Et du coup, sa conclusion, elle est terrible, mais je ne vois pas comment il pouvait en avoir d'autres. C'est « je suis une merde, ma vie, elle n'a aucun sens ». Toujours un peu déboussolé, je lui dis ce soir-là, en fait, je pense que tu n'es pas une merde, mais je pense que tu es une merveille et que ta vie, elle a du prix à nos yeux. La conversation se termine, je vais me coucher, en fait, je me dis, je suis sûr qu'il va repartir à la rue. Et finalement, le gars reste. Mais Martial souffrait d'addiction assez forte. Et quelques mois après, on me dit « il faut que tu viennes, Martial sort plus de sa piole ». Et je rentre dans sa piole et là, une odeur mais horrible. Je dis « mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pas lavé depuis 15 jours, il y a un rat crevé ». Il me dit « non, regarde ». Il était allongé sur son lit, il soulève sa couette et là, il avait la jambe noire. Il avait chopé la gangrène. On l'hospitalise, il est placé dans le coma pendant 1 mois. Et chaque jour, ses colocataires, donc tous les bénévoles de l'asso, les autres gars de la rue, les hommes, les femmes, tout le monde, on lui rend visite. Il n'y a pas un jour où pendant ce mois-là, il est seul dans sa chambre d'hôpital. Et quelques jours après son réveil, je vais lui rendre visite. Il m'accueille avec un sourire aux lèvres d'une oreille à l'autre. Et je lui dis, mais ça fait plaisir de te voir sourire. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai pas dormi de la nuit. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, j'ai pas dormi de la nuit parce que hier, l'infirmière m'a raconté que pendant tout mon mois de coma, vous m'avez rendu visite, vous étiez là. Et si vous avez fait ça, c'est que vous m'aimez. Et si vous m'aimez, c'est que je suis aimable. Et si je suis aimable, c'est que ma vie, elle a du prix. Et cette phrase m'a bouleversé.
je me suis dit, mais en fait, Lazare, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste des colocs, on n'a rien inventé. On a inventé le co-living solidaire, c'est pas une invention. On vit juste ensemble. Et pourtant, cette vie ensemble, elle peut faire prendre conscience à des hommes et des femmes qu'ils ont une dignité et que leur vie a du prix. Et ça, pour moi, ça a été le gros déclencheur. Très rapidement après, j'ai raccroché la robe et je me suis engagé dans l'association pour, comme salarié, comme DG, pour développer et structurer cette association pour que ce message de vraie inclusion, de vivre ensemble, puisse se diffuser le plus largement possible. Ouais, je pense que ça... Effectivement, non, mais ce que je me dis, et très honnêtement, après t'entendre, c'est que quand on vient d'un milieu privilégié, ce qui est mon cas, je pense qu'entreprendre pour changer les choses n'est pas une option. Effectivement, on se rend compte de la chance qu'on a. Et donc, effectivement, le début de mon histoire est beaucoup plus léger. Je m'en excuse. Je ne peux pas le contrefaire. Mais la fin, j'espère, aura tout autant d'impact. Explora, privilégié, prépa, EDEC, et je pars en salle de marché pendant 10 ans. Et effectivement, alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire sur qui veut être mon associé, mais je ne peux pas la refaire. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, effectivement, ces années de trading, elles m'ont assez classiquement amené de la stimulation intellectuelle, mais m'ont éloigné de mes émotions, m'ont éloigné de l'autre. M'ont éloigné de l'environnement et m'ont amené tout un tas de choses un peu facétieuses qui font qu'on s'éloigne un peu du vrai sens qu'on veut donner à sa vie. Heureusement, peut-être ma petite bouée de sauvetage, c'est qu'en parallèle, pendant ces années, je faisais beaucoup de sport, pleine nature, de course à pied. En 2011, je me suis même lancé dans le défi de la traversée de la France en courant. J'ai toujours le record en 15 jours. S'il y en a qui veulent se lancer pour le battre, je peux les coacher. Et effectivement, j'ai eu une première prise de conscience où je me suis dit qu'on pouvait effectivement vivre des émotions hyper fortes dans un petit laps de temps si on se lançait des défis et des projets un peu fous. Et ça peut être le vendredi dans un bar, il n'y a pas besoin que ce soit si officiel que ça peut être sur les réseaux, etc. Et ces petits moments de vie qui nous font faire des diagonales et des pas de côté par rapport à notre existence de tous les jours, je pense qu'elles ont beaucoup de valeur et que petit à petit, en tout cas, elles nous rapprochent de notre objectif réel, ce pourquoi on est probablement sur cette terre. Moi, j'y étais pas encore, mais c'était un premier pas de côté. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je crée une boîte qui permette aux gens de vivre des moments forts, extraordinaires, en pleine nature. Pas vraiment du voyage, pas vraiment du sport, un espèce d'entre-deux bizarre. Et pendant des années, je gratte dans des calepins ce que serait Explora 8 ans plus tard. Je continue en trading dans la petite roulette de la musaraigne comme ça, sans arriver à m'arrêter. Et effectivement, deuxième moment qui a résonné en moi, c'est la naissance de ma première fille. Où je me suis dit, effectivement, quelques secondes après l'accouchement, j'étais sur mon téléphone en train de regarder l'évolution des marchés financiers. Et là, effectivement, ma femme m'a fait ce regard qui en dit long, en disant, dis donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'homme que j'ai épousé. Et ça a été un choc, alors effectivement personnel. Donc j'ai démissionné. Et j'ai monté évidemment Explora le lendemain parce que je grattais dans des calepins pendant très longtemps ce que je voulais de cette boîte. Je voulais que ce soit une boîte qui permette aux gens de leur redonner du sens, de leur redonner, de les rendre fiers d'eux, de l'estime de soi, de se dépasser, de vivre la nature, de découvrir l'environnement pour mieux le respecter. Et puis la troisième prise de conscience, là où le côté impact et le côté environnemental est arrivé, c'était le Covid, où finalement monsieur a du nez. J'ai lancé une boîte dans le travel fin 2019. Et donc effectivement, quand le Covid est arrivé, c'était un peu la clacasse. Et donc, au début, on avait des voyages au Canada, dans le Kamchatka, enfin au Kamchatka, etc. Et quand le Covid est arrivé, on s'est dit, mais en fait, on fait n'importe quoi. Ce moment-là et ce moment où on a dû se rapprocher de notre communauté pour vraiment savoir qu'est-ce qu'eux avaient envie de faire comme voyage, comment eux vivaient ce moment-là, comment ils projetaient eux-mêmes le tourisme dans les prochaines années. On s'est rendu compte qu'on faisait fausse route sur notre business model initial, que le sens et les vibrations et la connexion avec la nature étaient probablement bien, mais aller à l'autre bout du monde pour vivre ça, pas forcément. Et donc on a décidé de ne pas faire de vol long courrier. On travaille à essayer d'être la première agence de voyage no plane, et on s'est dit qu'il fallait qu'on y ajoute une forte brique à impact pour être capable de boucler la boucle et d'être enfin une boîte qui soit dans son temps. Donc on est devenu la première agence de voyage française à mission, on l'a inscrit dans nos statuts, on a fait en sorte d'avoir des investisseurs
et des fonds d'investissement qu'on a aujourd'hui, mais on en reparlera un petit peu sur le modèle financier, je crois, qui respectent ça et qui se sont engagés sur cette ligne de conduite. Merci, ça commence très fort. Merci pour ces premiers échanges. Justement, t'en parlais, est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire en montant vos boîtes, en montant vos associations, que ce soit des défis de financement, des défis de recrutement? Voilà, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter pour nous expliquer un peu voilà, est-ce que ce parcours est plus facile maintenant qu'il y a quelques années? Voilà, la question est ouverte. Moi, je peux commencer assez rapidement, mais deux choses me viennent. La première, c'est en France, on met les gens dans des cases. Allez, les handicapés, le centre pour handicapés, les vieux à l'EHPAD, les SDF dans les centres pour SDF. Et l'administration aime beaucoup les cases. Et Lazare, vous l'avez compris, n'aime pas trop les cases puisqu'on fait vivre ensemble jeunes actifs et personnes de la rue, ensemble. Et donc, quand on a été voir l'administration au début pour présenter notre projet, essayer d'être carré, etc., les gens nous disaient, mais en fait, non, on peut pas, ça rentre pas. Et puis, de toute façon, vous pourriez faire rentrer... votre projet, il n'est pas si bien que ça, parce que dans un même logement, vous pourriez accueillir 2 fois plus de personnes à la rue s'il n'y avait pas les jeunes actifs. Donc, en fait, c'est pas terrible, etc. Bref, la logique de la case qui, nous, a été un vrai défi. Et ce défi-là, on l'a relevé en se disant, bon, bah, en fait, la compétence de la grande précarité en France, c'est l'État. L'État, malheureusement, est débordé et du coup s'appuie sur un bras armé associatif pour faire ce qui est de sa compétence. Mais nous, on ne rentrait pas dans les cases. Donc on s'est dit, bah, on va plutôt lancer quelque chose de plus citoyen, avec un engagement des personnes et avec des financements privés. Et on a réussi à vivre ça parce que l'État est quand même généreux grâce à la défiscalisation, puisque quand on donne à l'association Lazare pour qu'on développe nos projets, bah, les gens défiscalisent. Ce n'est pas une invitation, mais... n'hésitez pas. Et du coup, ce modèle économique nous permet de nous développer sans argent public et de tendre vers l'autofinancement. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir été à un moment limité par des cases qui nous a fait travailler encore plus notre modèle pour aujourd'hui arriver vers quelque chose qui tend vers l'autofinancement demain. Donc je rappelle uniquement au travers des dons. Ouais, le modèle, c'est qu'en fait, les gens donnent de l'argent à Lazare au travers de dons, entreprises, particuliers, fondations. Ces dons nous servent à construire nos immeubles et à fabriquer ces colocations dans lesquelles les gens s'installent. Ensuite, tous les gens qui sont dans nos immeubles, même ceux qui étaient à la rue, payent des loyers. Évidemment, ceux qui ont des ressources plus faibles sont aidés par l'allocation logement. Ces loyers couvrent les charges de nos immeubles. Tous nos immeubles en France sont excédentaires et l'excédent remonte pour faire fonctionner l'association. Et donc, avec cette idée que les acteurs privés, particuliers, entreprises, fondations, encore une fois, nous se mobilisent pour, 1, construire des chambres pour les personnes de la rue, et 2, contribuer à la pérennité de l'association. C'est le modèle. Merci. Je poursuis. Alors pour ma part, pour Explora, il y a 2 choses. Le modèle économique, c'est un peu la première partie de la question. Le modèle économique à impact, moi je pense, est plus compliqué qu'un modèle économique pas à impact. En tout cas, ça doit forcément dépendre des secteurs, mais pour le voyage, c'est une évidence. On a eu ce meeting un peu phare que j'oublierai pas, avec les premiers actionnaires qui ont pas, des premiers fonds d'investissement qu'on pitchait, qui n'ont pas été actionnaires du coup pour les raisons qui vont suivre. Mais effectivement, on s'est posé la question. Ils nous disent, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une boîte dans le travel fonctionne? On dit, il faut un panier moyen au-dessus de 1 000 euros. Sinon, avec les coûts d'acquisition, etc., les people et le nombre de choses qu'on a à faire en opération et en logistique, ça ne marche pas. Bon, avec 1 000 euros, du coup, plus de 1 000 euros, il faut aller le plus loin possible. Alors. Et on dit, oui, mais nous, on n'a pas envie de prendre l'avion. Il dit, du coup, ça ne marche pas. Et la porte. Donc ce fut un meeting rapide, effectivement, et qui nous a, avec mon associé, sur la fin de cet échange-là, on s'est quand même rendu compte que on allait vers la voie de la complexité, à essayer de faire tenir et rendre un modèle rentable dans le voyage, en limitant l'avion, en n'allant pas loin, et donc en vendant, somme toute, à des prix peu chers. Et le modèle économique, il boucle pas, en fait. C'est presque impossible. Donc en fait, on est à l'endroit de se dire, et parfois j'échange avec des
des CEO du secteur qui disent ouais, moi j'aimerais bien faire une boîte à impact, mais en fait, juste je sais pas. Donc si tu as la solution, aide-moi, quoi. Dis-moi comment on fait. Bah, allez-y, puis on regarde, quoi. Donc effectivement, on se dit qu'il faut changer plein de choses sur les modèles d'acquisition. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de communautaires. C'est pour ça que vous voyez ma tête à droite, à gauche, parce qu'en fait, à un moment, il faut aller contre la marée usuelle qu'il y a dans le secteur pour essayer de changer les chiffres pour être capable d'avoir une boîte qui fonctionne. Et le deuxième élément, c'est pour lever des fonds. Est-ce que le modèle de financement à impact est plus simple? Et là, je crois qu'il y a une énorme dissonance cognitive sur le sujet, parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus facile de lever des fonds quand on a une boîte à impact, parce que les fonds adorent ça, et ils vont vous mettre sur la homepage, etc. Ils sont hyper contents. Le problème, et il y a même des fonds dédiés que des boîtes à impact, le problème c'est que tout le monde a de l'impact, mais justement, point 1, les gens n'ont pas de modèle économique derrière, ou très rarement. C'est assez compliqué d'avoir un modèle économique qui fonctionne bien avec une boîte à impact. Ça existe probablement sur certains secteurs, mais pour la plupart, c'est compliqué. Et donc, ils ont d'abord de l'impact, ils lèvent des fonds. Premières années de vie, il n'y a pas de modèle économique, la boîte n'est pas rentable, ça se casse la gueule, et les investisseurs font « Est-ce que tu crois vraiment tellement à l'impact que tu es prêt à éponger les dettes et à repartir pour un tour ?» Et là, on se rend compte que les fonds eux-mêmes disent non, en fait, on laisse crever la boîte et on essaie un autre, et etc., etc. Et donc, en fait, beaucoup plus facile de lever des fonds en amorçage avec des sujets à impact. Mais dans un deuxième temps, franchement, on en voit, mais je pense que c'est 9 boîtes sur 10, des boîtes qui commencent avec des modèles à impact et qui finalement, en fait, n'ont pas de modèle tout court. Et du coup, si la boîte, elle crève, bah, y a de l'impact sur plus personne. Donc, avant d'essayer d'avoir de l'impact, en tout cas, nous, chez Explora, on s'est dit d'abord, il faut une boîte qui fonctionne et on va faire ce qu'on fait le mieux possible. Dans un deuxième temps, on dégagera, et je finis juste là-dessus en 10 secondes, là aujourd'hui on a 85% de nos destinations qui sont accessibles en train, on a 15% en avion, on n'est pas capable de le dégager parce que sinon la boîte, le modèle économique ne va pas fonctionner et on aura de l'impact sur personne, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est progressif, tu ne peux pas y aller d'un coup, tu vas prouver ton modèle économique, on va dire, sur une plus petite échelle, pour essayer d'attirer des partenaires qui vont te permettre d'aller à l'étape suivante, en espérant que les comportements changent. Justement, Laurent, je te tends la perche parce que je trouve qu'il y a un lien fort sur tes sujets et ce qu'on vient d'évoquer finalement. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Stan, parce qu'effectivement, je pense que ça part aussi d'une pensée un peu culturelle forte qui est de se dire quand je fais de la rentabilité, quand je fais de l'argent, je ne peux pas faire de l'impact. Et en fait, on est aujourd'hui dans un alignement où pour avoir de l'impact, pour avoir vraiment de l'impact, il faut de l'argent. Et plus on aura de l'argent, plus on aura des business qui seront rentables, plus on pourra faire de l'impact. Et je pense que c'est un peu ça que tu voulais aussi dire, Stan. Et clairement, c'est important que l'argent ne soit pas un gros mot dans le monde de l'impact, dans le monde associatif, et qu'en fait, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et nous, on l'a toujours dit chez Time for the Planet, l'argent est un moyen pour faire des choses. Et donc, c'est en fait pareil, on était un petit peu, comme Loïc le disait, nous, on rentrait pas vraiment dans des cases. On est arrivé en disant, très bien, qui veut investir? Donc, en fait, on propose pas, nous, aux gens de devenir donateurs. Et donc, on n'a pas de défiscalisation quand on devient associé de Time for the Planet. Donc, on devient actionnaire de l'entreprise. À partir d'1 euro, tout le monde peut devenir actionnaire de l'entreprise. Et on ne rémunère pas aussi cet investissement financièrement. Et donc, en fait, on va proposer à des personnes de nous dire, OK, venez, on va investir dans des innovations pour décarboner l'économie. Par contre, ce n'est pas défiscalisé. Et en plus de ça, votre placement financier, si on peut le voir comme ça, il n'y aura pas de retour financier dessus. Et en fait, on a lancé un petit peu cette idée en disant, bon, on va voir ce que ça donne. En vrai, nous, on y croyait vraiment parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez de l'argent à placer, vous avez finalement la chance d'avoir de l'argent en plus que vous ne consommez pas. Et cet argent qui vous rapporte 1%, 10% ou 5%, moi, ma conviction profonde, c'est que vous en foutez. Et donc, en fait, si cet argent vous rapporte 0, ça ne change rien à votre vie parce que ce n'est pas avec ça que la plupart des personnes vivent. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, OK, comment on fait pour avoir un retour qui soit en impact? Et en fait, il faut avoir des métriques, il faut mesurer son impact. Et en fait, on arrive là petit à petit dans tout le monde de l'impact à mettre en place des métriques pour se dire, OK, j'ai une métrique et cette métrique-là va permettre d'avoir un retour pour mes actionnaires. Et nous, le retour qu'on a, c'est une métrique qu'on a créée qui s'appelle le dividende climat, pour dire à chacun, OK, quand tu investis 100 euros dans Time for the Planet, tu as permis d'économiser ou capter X tonnes de CO2. Équivalent CO2, si on veut être très précis. Et donc, en fait, tout l'enjeu là-dessus, c'est effectivement d'essayer déjà
Je pense qu'en fait, c'est le premier sujet, c'est d'essayer pour ensuite créer les cases. Et en fait, il faut des pionniers là-dessus. Je pense que vous en avez là autour de la table pour justement ensuite créer les cases qui seront effectivement et qui permettront aux personnes demain que ça soit un petit peu plus facile et avoir plus d'impact plus rapidement. Mais en tout cas, le modèle économique est extrêmement important. Et donc, nous, notre enjeu, c'est bien sûr de lever des fonds auprès du particulier, auprès d'entreprises, corporate, institutionnelles, auprès de tout à chacun. On doit avancer ensemble, en fait. Si on n'avance pas ensemble et si on n'est pas tous ensemble pour résoudre un problème et qu'on ne tire pas dans la même voie, bien sûr que c'est plus compliqué, tout le monde le sait, donc c'est une évidence. Et donc, il faut qu'on puisse avancer ensemble et donc trouver des outils pour qu'on fasse les choses ensemble. Donc en fait, votre positionnement, c'est vraiment un fonds d'investissement citoyen pour changer les choses, voilà. Exactement, c'est un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif qui rémunère en dividendes climat et donc en tonnes équivalent CO2, en gaz à effet de serre finalement diminué grâce à vous. Super intéressant. Claire ? Ouais, pour terminer cette petite tour de table, je pense que ce que vous entendez, c'est que comme vous, on entreprend, mais dans l'impact, il y a un côté un peu hacker, dans le sens où on est un peu obligé d'être encore plus créatif sur la manière de modéliser nos entreprises, chacun à notre manière, et c'est ça qui est intéressant autour de cette table, parce que je vais vous présenter notre modèle à nous, et vous allez voir que du coup, juste en 4 personnes, vous avez 4 manières de modéliser différentes. Et surtout, avec toujours le driver de l'impact qui reste, en étant ultra lucide sur le fait que l'argent est effectivement un moyen indispensable à l'impact. De mon côté, moi, vous avez peut-être un peu compris, moi j'ai vu de la lumière. En fait, j'ai lancé une chaîne YouTube en sortant du confinement. J'étais directrice de la communication de Change Now, le plus grand événement mondial des solutions pour la planète. J'avais 25 ans. Il n'y avait aucune raison que je me barre. C'était un side project, je montais le matin avant d'aller au boulot, etc. Mais en fait, mon média a pris et la communauté à qui j'ai donné la parole sur mon site internet et mon média ont pris, mais tout ça c'était sans argent, parce que je faisais ça, moi à un moment j'avais compris que ma communauté était très puissante et qu'elle allait m'aider à créer mon contenu, donc je faisais des formulaires Google Forms, je leur disais racontez-moi votre vie, je vais faire un article sur WordPress, et en fait en 2 semaines on sortait 100 articles parce que les gens avaient envie de raconter leur vie. Mais ça c'est un mindset d'entrepreneur normal, mais encore plus à impact parce qu'on n'a pas d'argent au début. Et du coup, parce que moi j'ai pas levé, j'ai pas fait de financement d'amorçage. Donc ce truc arrive, ma communauté prend, et je réalise que non seulement je lui donne la parole, mais je lui donne de la force, je lui donne du pouvoir, et je lui donne envie de se rencontrer. Et donc là, je me dis, en fait, il y a un truc, et moi, je vais pas pouvoir être DIRCOM d'un grand événement mondial et influenceuse Empower, je sais pas quoi, sur le côté. Donc il fallait choisir. Et là, il a fallu négocier la rupture co, évidemment, pour pouvoir entreprendre avec 2 ans de chômage devant moi. Ça s'est fait parce que mes anciens employeurs sont aujourd'hui mes premiers partenaires et qui m'encouragent à fond. Donc ça, c'était une première chance que j'ai eue. Et à partir de là, du jour au lendemain, on me disait « mais c'est quoi ton modèle économique ? C'est marrant les pépites, mais c'est quoi ton modèle économique ?» Et je me souviens, je disais « mais en fait, les gars, je sais pas. » Et en fait, ce serait cool qu'au tout début, là, dans mes 2-3 premiers mois d'entrepreneuriat, vous me laissiez 2 secondes me poser cette question-là. À qui j'apporte de la valeur ? Qu'est-ce que je peux vendre ? Quelles sont mes offres ? Quels sont les pains que je peux résoudre ? Est-ce que c'est mes talents, là ? Est-ce qu'ils sont prêts à payer ? Bah ouais, en 2 ans, 200 talents qui ont payé 130 € pour participer au programme. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même une vraie preuve pour aller voir les managers, les N+1, et leur dire « Regardez vos juniors, c'est eux qui payent demain, est-ce que ce serait pas à vous de proposer ce programme ?» Et moi, mon point, et c'est pour ça que je suis vraiment trop contente d'avoir été invitée ici, c'est de dire que ce modèle de fond, moi j'ai envie que l'impact et le modèle de la boîte des pépites soient sur nos programmes d'empowerment. Ça prend du temps. En attendant, vous l'entendez, je kiffe parler, j'adore faire de la com. Je suis très forte en communication sur la transition, la transformation, donc je fais des prestats. Et ça me permet de faire rentrer du chiffre d'affaires. Je fais des prestats sur comment les jeunes cherchent leur taf à impact. Je bosse avec des acteurs de la formation durable et des gens qui ont envie d'activer de la marque employeur. Et ça me permet, ce modèle média, Presta, me permet au moins, en attendant de trouver l'autre modèle, de financer mon entreprise, de recruter de juniors et de me permettre d'amorcer moi-même en autofinancement grâce à mes skills, parce que c'est vrai que ça ne me demande pas
énormément d'énergie que de faire ça parce que je sais le faire. Donc c'est ma petite technique à moi. Mais c'est pas durable dans le temps parce qu'il n'est pas possible que ma boîte ait tout le modèle éco sur mes skills de communicante. Donc c'est mon défi de l'année prochaine que de transférer la charge mentale et la charge business de toute notre boîte sur tous nos programmes d'empowerment. Merci. Donc, on voit bien qu'il y a une diversité et de parcours et de modèles et qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en construction. Je crois que c'est toi qui as dit que vous étiez... Enfin, le mot est revenu, vous êtes des pionniers et c'est vrai. J'ai eu un petit sondage tout à l'heure là, avec les gens qui étaient en ligne qui disaient « Votre projet a une visée environnementale et sociétale. » On est à peu près à 56%. C'est une vraie aspiration aujourd'hui. On a parlé beaucoup de quête de sens. Vous êtes en avance, vous êtes allé au bout de vos convictions. On voit que c'est un chemin qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Néanmoins, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à ceux qui entreprennent aujourd'hui, qui ont envie, peut-être pas de tout changer, mais quand même d'infléchir le cours des choses à leur échelle, à leur mesure, en entreprenant? Donc voilà, je vous laisse nous donner quelques conseils que vous pourriez donner ou quelque chose auquel vous pourriez penser. Pas évident, hein, mais c'est le jeu de la question. Alors peut-être pour commencer, je pense qu'il faut dimensionner l'ambition de votre boîte à l'énergie que vous êtes prêt à mettre. Et donc quand je dis l'énergie, le temps, les tripes, les soucis, la prise de tête ou ce genre de choses, vous êtes prêt à mettre dans votre boîte. Et donc je pense que ça c'est un premier point pour être aligné. Et le deuxième c'est bien sûr par rapport à l'impact que vous voulez avoir. Bien sûr, moi j'ai très envie de vous dire que plus vous êtes dans le secteur de l'impact, plus vous avez intérêt à vous dimensionner pour demain être grand. Ça veut dire que bien sûr faut commencer, on commence à zéro, hein. Nous on commence, on est 3 dans un bureau, on partage nos bureaux avec une boîte qui fait du fertilisant à base de bouse de vache. Ça sent la vache toute la journée dans les bureaux. Et donc, qui s'appelait La Belle Bouse. J'en profite. Et en fait, tout ça pour dire que c'est important de croire dans votre modèle aussi. Parce que nous, au départ, on nous a dit, en fait, là, vous nous dites que vous allez chercher de l'argent. Vous élevez beaucoup d'argent pour financer beaucoup d'innovations et tout ça sans rémunérer ce capital, sans défiscalisation. C'est bien les gars, mais vous reviendrez me voir plus tard dans 5 ou 10 ans. Et donc en fait, ce qui est extrêmement important, c'est de tester son modèle. Ça veut dire qu'avant même d'avoir des conseils, il faut tester son modèle. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, bien sûr, on a rencontré des personnes qui nous ont donné des conseils, qui se sont dit non, en fait, j'y crois pas, en fait, ça va jamais fonctionner. En fait, juste testez-le. d'un point de vue très factuel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, très bien, on va faire une conférence, on met une landing page sur Internet et on voit qui est prêt à sortir sa CB pour investir ou pas dans Time for the Planet. C'est comme ça qu'on a lancé Time for the Planet, en se disant, OK, si on a 0 personnes qui mettent, on comprend qu'en fait, personne n'est capable d'investir aujourd'hui, ou que personne n'a envie d'investir sans retour financier pour avoir de l'impact. Et si, au contraire, ça s'emballe, OK, ça viendra confirmer le modèle. Et donc, en fait, il faut tester. Il faut le faire plus que d'aller chercher des conseils. Souvent, on se lance et on va chercher des conseils. Il faut savoir les écouter, mais il faut surtout tester votre modèle, votre ambition, ce que vous voulez faire. Merci. Peut-être pour continuer sur le meilleur conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est sur le fait qu'il faut prendre soin de vous pour tenir dans le temps. En dormant. Vraiment, n'oubliez pas de dormir, et en mangeant, en faisant du sport. Et aussi en se constituant un espèce de board au moins personnel de personnes sur qui vous allez pouvoir compter dans le temps. Parce que je reprends mon dernier point. Au tout début, on va demander des conseils à plein de gens. On écrit à Stan sur Insta et on lui dit « Tu peux prendre 5 minutes avec moi, 10 minutes à les 15 ?» Et puis on a l'impression que plein de CEO super inspirants vont nous débloquer des trucs dans notre tête. Ça fait du bien de rencontrer des personnes inspirantes, mais c'est pas ultra durable dans l'accompagnement. Et je pense que c'est important d'avoir en tête de pouvoir avoir des rendez-vous réguliers avec des personnes qui sont OK pour vous dédier du temps
pour vous écouter, vous coacher ou vous connecter. Et peut-être moins que plus, mais en tout cas des trucs qualifiés et longs dans le temps, que ce soit sur la santé mentale, sur le coaching ou sur les advisors que vous créez autour de vous. C'est très important parce qu'à un moment ou à un autre, on se sent seul dans cette aventure de l'entrepreneuriat. C'est normal, c'est dur, mais c'est pas une fin en soi et une fatalité. Donc pensez bien à créer cette espèce d'écosystème qui vous soutiendra et ne perdez pas le lien avec vos amis et vos proches, même s'ils comprennent rien à ce que vous faites. Ils vous aiment quand même et c'est très important de cultiver ces relations. Merci beaucoup. Et je poursuis. J'essaie de filer des conseils du jour tous les jours sur les réseaux et là je ne sais pas lequel vous dire, si ce n'est, c'est évidemment des bons conseils que vous avez donnés. Moi je dirais déjà on oublie un peu le côté besogneux quand on lance une boîte, parce qu'en fait on voit la com qu'il y a sur les réseaux sociaux de tous ces entrepreneurs et c'est infernal. En fait on a l'impression que tout le monde réussit tout de suite et que tout va hyper vite et qu'il n'y a pas les étapes intermédiaires, et on voit tout de suite, voilà, il a créé sa boîte il y a un mois, il lève 15 millions. En fait, LinkedIn, il faut fermer LinkedIn, surtout au début, peut-être le conseil. Alors, en fait, d'ailleurs, ça, c'est peut-être pas un conseil à la con, c'est d'arrêter de se dire que sa boîte, elle existe parce qu'on a un compte Instagram, d'abord. Parce qu'en fait, moi, le nombre d'entrepreneurs que je vois en mode, ça me prend un temps fou, les posts, il n'a pas de boîte, il n'a pas de modèle, il est déjà en train de faire des stories tous les jours. Et en fait, il ne faut pas se tromper d'objectif. Au début, les réseaux sociaux, c'est pour magnifier de l'acquisition, pour augmenter le trafic, du volume et tout. Il faut d'abord créer une boîte avant de créer un compte Instagram. Enfin, je vois souvent ça, je trouve ça fou, en fait, à quel point les réseaux sociaux ont complètement fucké notre manière de réfléchir à l'entrepreneuriat. Désolé pour le terme. Et donc du coup, je dirais juste, en gros, déjà, il ne faut pas oublier les étapes intermédiaires qu'on gomme un peu sur les réseaux, mais il faut bosser, en fait. Il faut apprendre sur l'acquisition, alors je vois ici quelques spécialistes, et vous en avez eu ce matin, sur l'acquisition, sur le market, sur le financement. On a tellement d'infos gratuites partout en ligne que déjà, il faut bosser, quoi. Il faudrait pas aller à la rencontre avec votre mentor ou la rencontre de votre vie et qui vous apprenne quelque chose que vous auriez pu avoir tout seul en ligne, quoi. C'est quand même vachement dommage. Donc c'est déjà arriver soi-même à être au niveau sur tous ces sujets-là. Et le deuxième, c'est effectivement aujourd'hui, le côté communautaire est hyper fort. On ne monte pas sa boîte tout seul. Aujourd'hui, on peut arriver grâce aux réseaux sociaux à contacter énormément de personnes. Si vous avez la phrase juste, le bon produit, et voilà, ne vous en faites pas sur le fait que votre projet va prendre de l'ampleur, ou va fonctionner, ou va se disséminer, ou va faire des petits. Ça va prendre quand ce sera le moment. Mais je dirais, gardez cette cartouche de communication sur les réseaux sociaux quand vous êtes déjà à l'aise avec que vous avez un produit, que vous êtes à l'aise sur la manière de le vendre, sur la manière de l'expliquer, etc. Ne défrichez pas en live devant tout le monde, en story, un projet qui finalement, je pense, va pas être aiguillé dans la bonne direction. Au début, il faut probablement attendre avant les réseaux sociaux et commencer par faire son petit travail besogneux d'entrepreneur, travailleur, avec tout le contenu gratuit qu'on a en ligne. Merci. Je me sens tout petit face à ces conseils. Du coup, je vais me réfugier derrière une histoire. Il était une fois, il y a quelques années, et j'étais, il y a 2 ans, j'étais dans une école avec Toum Toum. Elle a vécu pendant 7 ans à la rue. Et on était devant des enfants de 5e. Et on leur parle de Lazare, et les enfants posent leurs questions par écrit. Et la première question que je chope, c'est « Toum Toum, quel a été ton meilleur moment dans la rue ?» Quel a été ton meilleur moment dans la rue? Et je me dis, putain, mais quelle question con, franchement. Et Toum Toum dit, non, attends, je vais leur répondre. Et elle leur dit, vous savez, j'étais à la rue, je faisais la manche à la gare, et là, il y a une dame, d'après Toum Toum, bon chic, bon genre, qui passe à côté d'elle et qui lui donne 50 €, mais un peu comme ça. Et elle dit aux enfants, vous pensez que c'était mon meilleur moment? Et les enfants, mais ouais, Toum Toum, 50 balles, c'est énorme, t'as dû pouvoir super bien manger. Elle dit, bon, c'est vrai, j'étais contente, mais ce n'était pas mon meilleur moment. Mon meilleur moment, c'était quelques heures plus tard. Un jeune homme passe. L'histoire dit qu'il venait de réussir Sciences Po et qu'il était beau. J'étais pas là pour vérifier. Elle lui demande de l'argent et il lui dit « J'ai pas d'argent, mais j'ai une demi-heure ». Il s'assoit à côté d'elle. Au bout d'une demi-heure, elle lui dit « Toum Toum, elle lui dit faut que tu y ailles ». Et le gars s'en va. Toum Toum dit aux enfants « Ça a été mon meilleur moment dans la rue ». Elle dit aux enfants « Vous savez, quand on est à la rue, on est comme du mobilier urbain. Un panneau publicitaire, un abribus, une poubelle. » Et elle dit aux enfants, moi j'étais pire que la poubelle parce que vous savez, les poubelles, les gens les cherchent pour mettre leurs papiers. Et moi, personne ne me cherchait. Si je vous raconte cette histoire, c'est que moi je crois fondamentalement
qu'il ne faut pas passer à côté des rencontres qui peuvent changer notre vie. Et qu'on doit faire attention aux gens qui sont autour de nous. Peut-être qu'il ne faut pas écouter tous les conseils qui nous sont donnés, mais il faut vivre ces rencontres parce que c'est peut-être celles qui vont pouvoir nous donner un déclic, c'est peut-être elles qui vont pouvoir changer notre propre vie. Et puis je voulais aussi vous dire ça parce que parfois, on ne va pas tous vivre dans les colocations solidaires avec des sans-abri, mais on peut tous porter un regard sur ces personnes. Et si on peut offrir le meilleur moment dans la rue de quelqu'un, c'est quand même vachement classe. Et la bonne nouvelle, c'est que en plus d'offrir ce meilleur moment dans la rue pour la personne, vous-même, ça va vous rendre profondément heureux. Et peut-être que ça va changer votre vie. Alors je crois que vraiment dans votre vie d'entrepreneur, eh bien, il faut faire attention à chaque rencontre que vous pouvez vivre et de les vivre à fond, parce que c'est ces rencontres qui vous guideront, j'espère, vers la réussite de votre entreprise. Merci pour... Ouais, on peut applaudir, vraiment, c'est très riche, ces échanges. Alors, comme on l'a fait aux autres talks, on va laisser la parole maintenant aux questions. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, j'ai des questions très sympas d'Andrea, de Time for the Planet. Est-ce que c'est possible de donner tous les ans ? C'est une super question. La réponse est oui. On a même un système depuis 2 mois qui permet de donner tous les mois. Eh ben, la réponse était facile. Voilà, il suffit d'aller sur le site. Christophe qui nous dit comment éviter le greenwashing que peuvent tenter de faire des partenaires potentiels. Vaste question. Je prends celle-là parce que comme on a un modèle qui n'est pas ONG ou associatif, effectivement, et je pense qu'elle met plus, je me sens plus directement concerné. Ouais, c'est un vrai sujet et la ligne de crête peut être assez fine. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'être en transparence, déjà, de dire ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on sait faire. Et moi, il y a un truc basique, c'est que je confronte n'importe qui à faire plus green que nous, voilà, sans avoir une boîte qui se casse la gueule en moins de 12 mois. Pour l'instant, on ne m'a pas prouvé le contraire. Mais en vrai, c'est un peu basique, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. On a ouvert effectivement des échanges avec les membres de notre communauté pour challenger les modèles, trouver le type de voyage, essayer de faire évoluer les habitudes de consommation aussi. On dit souvent que dans le voyage, c'est un marché de l'offre. Donc en fait, le marché, il va dans la direction que les agences de voyage veulent qu'il aille. Et vous achèterez ce qu'on commercialisera. Et dans l'absolu, je crois que c'est assez juste. Donc au début, je mettais beaucoup d'énergie à changer les envies des gens, en leur rendant hyper cool le fait d'aller dormir sous les étoiles ou en bivouac plutôt que dans des lodges de luxe. Sauf qu'en fait, maintenant, je me dis qu'un autre combat très important et tout aussi urgent, il est d'aller changer les autres gars du secteur et d'aller discuter avec eux et d'aller faire dire au Booking, Skyscanner & Co que mettre la petite fleur et mettre voyage le plus responsable sur un Paris-Marseille en avion, ça suffit, quoi. Et pareil, on pourrait décliner sur tout un tas d'acteurs qui distribuent du voyage sur des plateformes simili éco-responsables et qui vendent en fait un Sofitel à Bali pour 4 jours. Donc en fait, il y a à la fois un travail de bûcheron à faire dans son secteur où il faut mettre des pavés pour dire on ne peut pas dire n'importe quoi, on est là, on existe. Il faut avec sa communauté dire nous on essaie de faire bien les choses mais c'est pas parfait. On a encore de l'avion, on a 14% aujourd'hui, économiquement je sais pas faire autrement. Mais je vous le dis, on a envie d'être la première agence de voyage française no plane. Je sais pas quand, on l'a mis en 2025 dans nos statuts d'entreprise, j'espère qu'on y arrivera et on y travaille. Et nos rapports sont publics et annuels et vous pouvez les consulter. Et voilà, et c'est tout. Et chaque jour, bâton de pèlerin, quoi. Ouais, donc c'est vraiment la transparence et authenticité, quelque part, ça reste les méthodes les meilleures, quoi. Si je peux juste compléter, de mon côté, je travaille avec des marques. Comme je vous l'ai dit, je fais du brand. Et du coup, la question se pose forcément quand un grand groupe vient vers moi et me demande est-ce qu'on peut faire une vidéo pépite verte pour monter les métiers de la transition écologique. En général, on me dit mais comment tu fais pour travailler avec des grands groupes ? Je rappelle que je travaille avec des gens dans des grands groupes et moi, j'aimerais vraiment qu'on en profite pour dire que binariser le sujet les méchants, les gentils, ça fonctionne pas. On a essayé, c'est contre-productif. Par contre, il y a un degré d'exigence à avoir par rapport à ses partenaires, voire clients, sur la manière dont on bosse ensemble. Et de mon côté, vu que je co-crée un contenu éditorial, qu'est-ce qu'on raconte ? Donc ma technique à moi pour pouvoir travailler avec un grand groupe ou une banque comme par exemple la Banque Postale, qui est d'ailleurs une banque déjà très citoyenne, c'est de poser la question de quels sont vos défis, quelles sont vos problématiques, comment vous donnez du pouvoir aux gens à l'intérieur, plutôt que
c'est quoi vos engagements RSE, est-ce que vous êtes carbone neutral 2030, et de tourner l'angle sur soyez humble avec nous, soyez authentique avec nous et accompagnez vos clients et partenaires à raconter l'histoire différemment plutôt que de toujours dire nous on est très bon au niveau carbone, niveau inclusion, etc. Je pense que ça fait aussi partie de notre rôle d'accompagnant que d'aider les partenaires à changer leur visière et changer leur manière de raconter les histoires. Donc en soi, moi, je pourrais travailler avec quasiment tout le monde si c'était possible de réfléchir à sur quoi on forme les gens et dans quelle mesure c'est pour respecter les limites planétaires à la fin. Merci. Non, pas d'autres mots. Alors j'ai d'autres questions, évidemment, avant de donner la parole dans la salle. Justement, c'est quels sont les moyens de pouvoir analyser l'impact de sa boîte. Et ça, c'est souvent une question qui revient, parce qu'il y a des indicateurs, il y a des apps qu'on peut télécharger. Je te laisse la juste réponse. Peut-être pour introduire, après on verra, mais en fait, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, et notamment pour rebondir sur le greenwashing aussi, c'est comment je prouve que j'ai de l'impact. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, en fait, pour aller justement contrer le greenwashing, l'idée, c'est de dire, très bien, donne-moi tes métriques. Je parlais avec des dirigeants de grosses entreprises il y a quelques semaines, et effectivement, quand je leur dis, OK, c'est quoi tes métriques, et qu'on me dit, en fait, il n'y en a pas, je comprends qu'effectivement, il y a un sujet. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont des métriques, et c'est pareil, on a des gros corporates qui ont des métriques et qui savent exactement où elles vont. Elles ont leur trajectoire pour diminuer cette métrique, et ça, c'est extrêmement important. Et donc, en fait, je pense que c'est important de mesurer, et quand on n'a pas l'outil de mesure, il faut le créer. Et des fois, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a la chance, j'allais dire, chez Time for the Planet, de lutter contre les gaz à effet de serre. Il y a une métrique qui est reconnue, c'est les tonnes équivalent CO2. Donc, pour nous, c'est hyper facile. Dans le social, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Dans la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Est-ce que le fait de ne pas tuer 3 lézards équivaut à 2 papillons et une marmotte, ou comment on fait ? Donc en fait, ce qui est important, c'est très compliqué, mais tous les sujets sont compliqués en fait. Mais il faut les adresser pour essayer de trouver les meilleures réponses. Et donc en fait, c'est hyper important de mesurer pour donner de la valeur à l'impact. Dire je fais de l'impact sans le mesurer, en fait, cet air-là, il est en train d'être fini, en fait. Et donc, en fait, vous serez de toute façon obligé, si vous êtes dans l'impact, de mesurer justement votre impact pour prouver justement votre impact. Merci, hyper clair. Du coup, est-ce que dans la salle, nous avons des questions ? Alors, du coup, je vais vous piquer un de vos micros, si vous voulez bien le faire passer. Merci. Oui, bonjour tout le monde. En fait, c'est pas tant une question qu'une remarque. Je suis ravie qu'on vous ait tous les 4 avec effectivement des business models très différents. J'ai été très sensible à la question du business model, du financement. Et j'ai l'impression que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat à impact, on entreprend d'abord de façon relativement traditionnelle. Et l'impact, il va être sur ce qu'on veut faire, sur l'activité, éventuellement sur les process, sur ce qu'on vend. Mais toute la partie, quel est mon rapport à la croissance et quel est mon rapport aux investisseurs, comment je les choisis. Effectivement, quand il m'explique qu'il faut que je vende des choses, des voyages en avion, et donc ça scelle peut-être la fin de notre collaboration, de notre conversation, ou au contraire, je me travestis un tout petit peu parce que j'ai besoin de payer mes factures et puis il faut que l'entreprise grandisse. Et en fait, penser tout ça de manière holistique dès le départ, en se disant mon impact, c'est pas juste c'est pas juste mes colocations, c'est pas juste mes voyages, mais c'est aussi de qui est-ce que je vais m'entourer comme investisseur pour me donner le temps et pour croître sans précipitation en tout cas, et sans être obligé de me renier. Je trouve que c'est hyper important. Donc merci à vous d'avoir témoigné et de la manière et des 4 différentes manières dont vous réalisez ça. Merci et bravo à vous. Merci pour cette question qui était qu'une question, mais qui est en même temps aussi une félicitation. Vous avez des petites remarques à faire ? Mini remarque effectivement sur ta dernière phrase qui est croître sans précipitation. Moi, je suis moins d'accord avec ça, mais en tout cas, je sais même pas si je suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas l'aventure entrepreneuriale que j'avais envie de vivre. Et du coup, je crois qu'il y a d'ailleurs une partie du financement qui aussi est hyper dépendant de ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez des fonds d'investissement au capital, votre week-end sera pas le même que si vous êtes solopreneur, je peux vous le dire direct. Mais après, c'est un choix, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste, il y a
il y a des causes et conséquences de chaque modèle de financement. Moi, je voulais que ça aille super vite. J'avais envie de rater vite ou de réussir vite, j'en sais rien, mais j'avais envie que ça aille vite. Et j'ai choisi un modèle de financement qui permet de ça. Et en fait, c'était quand j'entreprenais de manière traditionnelle, au début du projet, comme tu l'as expliqué. Effectivement, la brique impact arrive après. Et on se dit en fait que pour le coup, sur cette brique-là, il y a encore plus de raisons de faire les choses hyper vite et hyper agressivement quand même, pour essayer de changer les choses vite, parce que sinon... On se rend compte que si on tire le trait tout doucement de ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, ce sera probablement pas suffisant. Quand on voit les courbes carbone, ils sont comme ça, et sachant qu'elles doivent être comme ça, on les a tous vus, ces graphiques, on se dit qu'il faut quand même être sur des business de rupture. Et donc, un des autres conseils, c'est quand même, dans l'entrepreneuriat, moi je pense qu'il faut essayer de faire vite en fait. Il y a quand même une ode à la rapidité, ce qu'on peut faire en une semaine, essayons de le faire un peu moins bien en une journée, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup à y gagner. Aujourd'hui, les gens attendent beaucoup, et le problème, c'est que attendre, ça coûte cher. Et donc après, on est de moins en moins maître de son financement du coup. Et c'est un cercle un peu vicieux. Voilà, je remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non. Ah. Là, il faut passer le micro. Bonjour, merci du coup pour cette table ronde. Ma question c'est... donc vous avez chacun votre idée, vous avez chacun trouvé votre, on va dire quasiment votre modèle. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire c'est dans cette direction que je dois aller? Et parce qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein de manières de faire les choses. Et comment se dire à un moment je fais ce choix? Je pense qu'en fait ton choix tu le confrontes en fait. Ça veut dire que tu fais un choix, en fait tu as une direction globale de ce que tu veux faire. Et derrière, en fait, le chemin, il peut passer par tu vois, le côté droit, le côté gauche de la montagne ou autre. Finalement, enfin, nous, pour te prendre un exemple qu'on raconte un peu dans nos vidéos, au départ, quand on a lancé Time, on s'est dit, en fait, pour embarquer le plus de gens avec nous, en fait, faut vraiment qu'on les sensibilise fortement à l'urgence en fait, de la situation. Donc là, on fait une communication très forte sur regardez ce qu'on va prendre dans la gueule, ça va vraiment pas être drôle, et ainsi de suite. Et là, on fait un flop complet. Parce qu'en fait, personne n'a envie d'être déprimé à regarder un truc où on dit ouais, on va tous au suicide collectif, c'est pas drôle. Et donc en fait, tu testes et après tu vois ce qui marche pas pour continuer à arriver, si tu veux, en haut de la montagne, qui est ton objectif. Donc en fait, bien sûr que les chemins ils seront différents. Et en fait, pour moi, on est très test and learn nous chez nous pour dire il n'y a que ça qui te permet réellement de savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Et puis derrière, on parle de pivot souvent, ainsi de suite. Je pense qu'il y a un enjeu de se dire, voilà, quelle est ma mission en tant qu'entreprise? C'est quoi mon objectif? Et comment je fais pour y arriver? En fait, il y a plein d'options différentes finalement. Et il faut tester pour voir si tu peux, si c'est sur la bonne voie ou pas, tout simplement. Pour compléter, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, porteuse de projet, il y a plein d'indicateurs qu'on a nommés. Donc, si tu repenses à l'ikigai, donc c'est quelles sont mes forces, ce dont le monde a besoin, pourquoi je peux être payé. Et il y en a un autre, c'est qu'est-ce que je kiffe faire. Et vraiment, c'est très, très important de savoir écouter le degré du kiff, parce que sinon, ça va être l'enfer. Et donc, moi, les deux indicateurs que j'aurais envie de partager, qui sont complètement irrationnels, c'est le degré du kiff et l'intuition. Et en vrai, je sais pas, je sais que ça se travaille, l'intuition, mais il y a des fois, tu as envie de faire un truc, tu sais très bien que c'est une mauvaise idée. Et il y a des fois, tu as envie de faire un truc, on te dit, mais t'es fou, et tu sais très bien que c'est exactement ce que tu dois faire. Eh ben, j'avoue, moi, jusqu'ici, ça m'a plutôt réussi. Donc, je vous invite à cultiver cette intuition. On peut le faire quand on a, évidemment, quand même un espèce de filet derrière de sécurité et encore une fois, une team et un squad qui nous soutient. Mais je crois qu'on est à ce moment où, quand vous en avez la possibilité, autorisez-vous à suivre l'indicateur du kiff. Merci beaucoup. Une dernière question avant de conclure notre superbe journée. Bonjour à tous. C'est pas une question, je vais me permettre de faire comme la dame. Et c'est directement relié à toi. Tu vas comprendre pourquoi. Je m'appelle Cyril Assolder et j'ai créé Time for Human. Time for the Planet, c'est magnifique. Je pense que la planète, elle a 3,5 milliards d'années. Les humains, ils vont tous mourir avant de la voir mourir, la planète. Et j'ai pris pas la décision, mais collectivement, je me suis dit, il faut créer un projet où les gens prennent soin d'eux. Tout à l'heure, tu as dit un truc, Claire, qui a fait tilt. Tu as dit, il faut que les gens prennent soin de leur santé mentale.
Moi, il m'est arrivé des trucs de dingue dans ma vie. J'ai failli mourir. Et à un moment donné de ma vie, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe pendant le laps de temps où on est en vie. Et en fait, les gens se préoccupent beaucoup d'enjeux, etc., de la planète, c'est beau. Moi, j'ai travaillé 5 ans en tant qu'ingénieur dans les énergies renouvelables. Je me suis engagé, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai compris que c'était du green et que c'était du bullshit. Et ça m'a énervé. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et j'ai compris qu'il y avait des gens qui se battaient comme toi et comme Arthur. Et j'ai énormément d'admiration envers ces gens. Et à la fois, je me dis, il y a des choses qu'on peut faire qui sont toutes simples pour s'occuper de nous. Réduire la dépression, réduire le burn-out, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai créé Time for Human. Pour l'instant, c'est qu'un projet qui aboutit pas à grand-chose, mais il est là. Et je vais mettre toute mon énergie, toute mon âme et tout, en fait, pour que les gens ils en prennent conscience, parce que c'est un sujet de prise de conscience. Et voilà, je voulais juste le dire. Et c'est la première fois que j'en parle en public, donc je suis très content. Je fais un personal branding autour de mon Bob Rose. Je suis solopreneur. Je compte pas en faire de l'argent. C'est un combat qui, Romain en a parlé avant, c'est un why qui est au-dessus de tout. Donc je m'en fiche de l'argent. Je le fais parce que je pense que les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça, réellement, profondément. Et à côté de ça, je fais ma vie. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez. Time for Human vivra. Même après ma mort, je m'en fiche. C'est un truc qui nous dépasse. Et Time for the Planet, c'est un gros projet. Et merci à vous parce que vous m'avez permis de trouver mon nom d'entreprise. Et voilà, c'est tout. Kiffez. Merci à toi. Et merci parce que c'est presque un... On s'est pas concerté, mais c'était le sens de ce dernier talk, c'était de finir sur cette note d'inspiration. Et là, le témoignage que tu viens nous donner est extraordinaire en ce sens. Je voulais vous remercier parce que vous avez apporté énormément de profondeur humaine dans vos témoignages, de profondeur de valeur. Et c'est exactement l'ADN de ce qu'on voulait vous offrir aujourd'hui au travers de l'accordé et de l'ADN de Stello. Alors, vous savez, quand une journée se clôture, il y a toujours un petit discours. Donc, j'ai prévu à peu près 3h30 de discours. Donc, vous êtes bien installés. Non, je voulais appeler mon équipe, l'équipe Stello, et je voulais qu'on les remercie. Donc, je les appelle à me rejoindre. Venez, venez, venez. Venez avec nos intervenants. Alors, je vais me mettre sur le côté. Donc, les remerciements d'usage. Donc, vous voyez toute l'équipe. Je voulais d'abord vous remercier tous les participants, vous les entrepreneurs, vous les partenaires qui êtes venus aujourd'hui, parce que vous avez fait cette journée. C'était une première édition, vous ne pouvez pas imaginer comme on a toujours peur, évidemment, du syndrome de la salle vide, que ça soit un échec. Mais voilà, quand on est entrepreneur, on prend des risques. C'était un gros risque. Et vraiment, un immense merci pour votre participation, aussi bien physique qu'en ligne. Je voulais remercier particulièrement aussi nos amis Discox qui ont participé au financement de cet événement. Vraiment, merci de tout cœur. Et vous êtes des super partenaires, donc merci beaucoup. Tout au long de la journée, on m'a dit, mais vous avez eu des plateaux de dingue, donc vraiment des intervenants inspirant, efficace, c'est tout ce qu'on voulait. Si vous vous souvenez de l'intro de ce matin, je voulais que vous rentriez chez vous avec le sourire et aussi plein de choses que vous ayez pu apprendre dans cette journée. Et je crois que c'est grâce vraiment à tous nos intervenants. Donc un immense merci. On peut à nouveau les applaudir. Et puis, voilà, ma grande fierté, c'est toute mon équipe Stello. Voilà, je voulais les remercier et avoir une pensée aussi pour les Aixois, parce qu'il y a toute une partie de l'équipe qui sont les devs, qui sont restés à Aix-en-Provence. Et je voulais faire une spéciale dédicace, évidemment, à la team marketing, mais particulièrement à Ophélie, qui est là, qui va venir ici. Bravo. Voilà, Ophélie. Ça a été génial. Et puis ce que je retiens, quelques mots de la journée, vraiment le sens qu'on a voulu lui donner, c'est que moi ce que je retiens de vos interventions notamment, c'est que
Dans un monde où on a beaucoup de choses qui nous séparent, qui ont tendance à nous désunir, nous, on va rechercher à rassembler, à réunir, parce qu'on a tous des points communs au travers de l'entrepreneuriat, mais surtout, ce que je retiens, c'est l'importance des valeurs. Et chez nous, c'est hyper, hyper important. Et surtout, ce n'est pas de les avoir affichées sur un mur, mais c'est d'essayer de les vivre, et c'est ce qui est le plus difficile. Parce que quand on écrit bienveillance, quand on écrit valeurs humaines, ça reste des mots, tant qu'elles ne sont pas incarnées et vécues au quotidien, elles ne veulent rien dire. Et aujourd'hui, vous avez fait vivre ces valeurs, donc encore merci. Et puis, je trouve que ça fait du bien quand on est dans le speed de sa vie d'entrepreneur. On a plein d'optimisme, on est sur son chemin. Et nous, on voit bien que l'accordé, quand on est unis, quand on est ensemble, encordé, qu'on accepte, en fait, on est beaucoup plus fort. Et très clairement, c'est un événement qui va avoir vocation à, face à ce succès, à s'inscrire dans le calendrier. Et on va essayer de le faire vivre. On ne va pas casser ce lien qu'on a tissé avec vous aujourd'hui. Donc vraiment, un immense merci. Et j'affectionne des petites citations. Donc je vous laisse celle-là. L'alpiniste est celui qui conduit son corps là où un jour ses yeux ont regardé. Sur une petite note de poésie, je vous remercie. Un immense merci pour votre participation. Évidemment, parce que vous avez été extrêmement studieux. On a l'immense plaisir de vous convier maintenant à un apéro. Et il faut descendre là-bas. Et ce sont des bières brassées ici même. Vous vous rendez un truc de fou. Voilà. Donc, encore merci. Et puis, vous restez autant de temps que vous voulez. C'est vraiment encore votre moment jusqu'à la clôture.